Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et Et bien la post-production, c'est tout ce qui se passe après le tournage. Ça va être montage, mixage son, création musicale, étalonnage, voix off à réenregistrer, enfin voilà, tout ce qui est fait après le tournage en gros, pour finaliser l'épisode en fait. j'ai un peu laissé Quentin gérer parce que moi c'est vrai que le montage, j'avais essayé sur l'épisode 2 de la saison 1 et puis j'ai dit à Quentin plus jamais hein, parce que vraiment c'est pas mon truc. En général, je pense que ça va me prendre 2 bonnes semaines de faire une V1 qui me paraît correcte de l'épisode. Ensuite, Marie le regarde. J'avais droit de regard sur tous mes épisodes, mais aussi sur les siens. Quand il avait des questions, il me montrait un peu. Quoi qu'il arrive, sur les montages, vu que c'est lui qui monte, il me montrait toujours la fin de son montage et puis je lui donnais mon avis. Si c'était son épisode, c'est lui qui tranchait s'il était d'accord avec moi ou pas. Et puis sur mes épisodes, il fait ce que je lui demande, quoi. Et disons qu'en 2-3 jours, à part si vraiment il y a des difficultés, en 2-3 jours après, on va être fixé et on va avoir une version définitive. C'est arrivé que je lui montre avant la V1 parce que j'y arrivais plus, bref. S'il y a un regret que j'ai sur cette série, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur cette série, on ne connaissait rien. Moi, j'ai appris ce que c'était être assistant réel grâce à la série. Quentin aurait eu besoin d'un accompagnement, sauf que on travaillait beaucoup avec Marie en amont, beaucoup plus que Quentin. C'est-à-dire Quentin était sur l'écriture, sur le découpage, il bossait beaucoup, hein, je ne dis pas le contraire. C'est que nous, on était tellement le cerveau, ça faisait plus d'1 mois qu'il fonctionnait sur l'organisation des plannings, qui bougent, je ne sais pas combien de fois. Plus le tournage où c'est hyper intense, arrivé à fin de session, on décroche, on a besoin de souffler. Et la post-prod arrivait bien longtemps après. Mais c'est sûr que Quentin, il a fait un travail monstre, on peut le dire. J'ai appris plus tard en travaillant dans la post-prod, professionnellement parlant, comment faire et je sais, j'aurais pu aider dans l'organisation, dans faire le lien que doit faire un assistant de prod et je ne l'ai pas fait par manque de temps, par trop de travail en fait et par de la distance, le fait d'être à Bordeaux et là sur la saison 2, Quentin m'a sollicité à plusieurs reprises. Sur le moment, j'essayais d'apporter quelque chose, mais je ne pouvais pas apporter un suivi parce que, par chance aussi, je travaille beaucoup. Et là, par exemple, je suis sur un festival à Bordeaux et j'ai pas le temps du tout. Et ça, c'est un peu... Enfin, je suis... Dommage pour Quentin. Après, par rapport à l'étalonnage et au mixage, c'est pareil, je fais des sessions avec telle ou telle personne, ou alors il m'envoie des rendus, en fait, et là, je donne mon avis. C'est surtout Valentin Damon qui a fait l'étalonnage pour la saison 2. Et donc lui, en général, il est étalonneur pro, donc il nous fait ça sur son temps libre, ce qui est super gentil. Bisous, Balou. En général, je sais qu'il faut qu'il se bloque 2 jours pour faire une V1, pareil, d'un épisode. Et ensuite, à chaque fois, il revient selon mes remarques. Et donc là, ça lui prend un peu moins de temps. Il y a 2 grandes étapes à la post-prod son. C'est d'abord le montage son et après le mixage. Donc, comment ça se passe? Ça se passe que le monteur nous file son montage vidéo, quoi. Terminé. Terminé, c'est bien. Terminé, c'est mieux. Et dessus, on va commencer le montage son, c'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir une première étape de nettoyage. Parce qu'on va prendre les sons directs, en fait, et on ne va pas tout garder. Des fois, il y a des sons qui sont moches, et donc on va essayer de nettoyer ça, d'enlever les trucs qui ne sont pas intéressants, quoi. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une passe d'ambiance. Sur le tournage, ce qu'on fait généralement, c'est que, par exemple, à l'intérieur, dans une pièce comme celle-ci, on va essayer de garder toute l'équipe de tournage dedans, on va demander à tout le monde de se taire, et on va enregistrer du rien du tout, du silence, du vide. En fait, ce vide-là va nous permettre, quand on va faire le montage, de pouvoir tapisser
tout ça de l'ambiance, ce qui fait qu'entre deux dialogues, on ne va pas avoir de blanc relou. Ça, c'est pour l'intérieur, mais en extérieur, ça nous permet d'avoir des super oiseaux. Et une fois qu'on a fait les ambiances, vient le montage pur et dur, quoi, où on va placer des sons. Ça peut être des trucs assez anodins comme poser un verre sur une table, ou alors des bruits d'habits aussi, tu vois, comme ça. Si un mec marche. Mais ça peut être aussi des trucs un peu plus délirants, comme des scènes de bagarre où on va mettre des faux coups de poing, quand il y a des stabs, du poignardage. Et après, une fois qu'on a fait ça, il y a une petite validation avec le réal. Donc, ce qui est cool en fait, avec le montage, en fait, c'est que je trouve, dans le mixage aussi, mais je m'y retrouve plus dans le montage, c'est qu'il y a vraiment une partie créatrice, en fait, où on peut proposer quelque chose dans le choix des sons, dans l'agencement, dans comment ils viennent dans le temps, dans quel son tu vas mettre plus fort ou moins fort. Enfin, c'est du mix aussi, mais ça se passe aussi déjà dès le montage. Et donc ça permet d'apporter un truc un peu personnel, quoi, à la série, que tu peux moins faire au tournage, où tu es plus à capter le son, tu es plus gardien de but, à t'assurer que tout aille bien. Donc il y a cette étape de validation, où les réalisateurs acceptent ou non nos propositions, ce qui peut donner lieu à des négociations, des tensions, et où au final, c'est le réalisateur qui gagne. Ça, c'est important. La musique, comme c'est très artistique, ça dépend. Flavien, il faut qu'il arrive à être inspiré, à se poser. Donc des fois, ça a pris beaucoup de temps, et puis des fois, c'est allé très très vite. Mais en général, Flavien, nous, comment on bosse, on se bloque une date, en fait, je vais chez lui, et puis toute l'après-midi, on fait de la musique. Moi, je lui envoie mes intentions. En fait, pour chaque étape de la post-prod, d'ailleurs, je fais ça. Moi, j'envoie mes intentions par séquence à chaque poste, étalonnage, mixage et musique, avec éventuellement mes références, surtout en musique. Je mets beaucoup de références en musique, de musique que j'imagine dans cet endroit-là. Parfois, je vais être très précis, genre sur la séquence de la mort de Siméon, j'étais très très précis sur les sons que je voulais, sur les moments où ça repartait ou pas. Par contre, d'autres séquences où j'ai plutôt été, ambiance globale, moi j'aimerais bien ce genre de musique, cette ambiance-là en fait, j'aimerais que ça commence à peu près par là, et puis après on en rediscute. Donc après vient l'étape de mixage. L'étape de mixage, en quelques mots, allez, très rapidement, c'est ajuster les niveaux, quoi. Faire en sorte que tout le monde soit audible, que tu n'aies pas de hausse de niveau d'un coup, de baisse de niveau, de faire en sorte que tout ça soit assez linéaire. Et c'est aussi appliquer des traitements, on va dire, plus esthétiques, de l'équalisation sur la voix, de la compression. Dans les traitements, en fait, dans le mix, tu as du traitement qui est esthétique et du traitement qui est plus artistique, quoi. Qui est plus par rapport au ressenti qu'on veut donner aux téléspectateurs. Une fois que ce mixage est terminé... Ah oui, le mixage aussi, c'est respecter une norme de diffusion, en fait. C'est là aussi où c'est très important, c'est qu'on se place à un niveau à atteindre, un niveau moyen sur tout l'épisode à atteindre. Et en fait, parce qu'on est plusieurs aussi à mixer dessus, mais de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on va essayer que chaque épisode ait ce même niveau. Comme ça, si une personne regarde 2 épisodes d'un coup, il ne va pas avoir un épisode qui va sonner pas fort, sur lequel il va falloir monter beaucoup, et un épisode qui va être comme un gros bourrin, quoi. Et après, une fois que le mix est terminé, il y a une autre validation avec les réals, s'ensuit 1 ou 2 petites modifs, et puis c'est bon, c'est prêt à diffuser. On est les derniers. Une des particularités, j'en sais rien, mais c'est que le mixage, c'est souvent la dernière étape. Donc ça veut dire qu'on peut hypothétiquement se taper tout le retard de la chaîne. Mais du coup, c'est agréable aussi parce qu'on taffe sur quelque chose de relativement fini, quoi, au niveau de l'image en tout cas. Et ensuite, moi, une fois que j'ai reçu toutes ces versions finales, je fais l'export final de l'épisode et je le mets en ligne. Voilà. Faut bourriner. Non. Alors, moi, techniquement, j'ai, on va dire, à peu près aucune connaissance aux communications. Je me fie juste à mon instinct et à ce que je vois que d'autres, finalement, prods ont pu faire. Donc, comment faire pour communiquer ? C'est utiliser toutes les ressources que tu as,
que ce soit les réseaux sociaux, le papier, le bouche à oreille. Et après, ça va être de trouver le juste milieu entre être à la limite du spam pour les gens et en même temps pas les saouler avec ça. Donc c'est trouver cet équilibre-là et d'avoir toujours un élément qui est un peu teasing, un peu qui va permettre aux gens de rester accrochés et de vouloir en savoir plus, même si ce sont des infos random que tu lâches, qu'ils soient toujours dans l'attente de plus ou de se dire « Ah, ils font ça, mais alors est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent aussi autre chose ?» Donc rester au courant, ce genre de choses. Voilà, ça va être un peu ça. Et ben moi, après, personnellement, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que j'arrive un peu sur la fin, finalement. Enfin, sur la fin. Grosso modo, je pense que j'ai tourné moitié, 3/4 de la saison 2. Donc, dans l'ensemble des Mad Lords, ça fait quand même qu'une petite partie. Donc, je suis beaucoup moins épuisée, je pense, que la plupart des autres. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que j'ai voulu m'occuper de la communication ou de la diffusion, même si c'est absolument pas mon truc à la base, parce que je le voyais bien, les autres étaient fatigués, moi j'ai encore de l'énergie à revendre, et je trouve ça un peu mortel pour une série qu'on arrive à achever en termes de production et de post-prod, qu'elle ne puisse pas avoir une diffusion décente, qu'on n'en parle pas assez ou au minimum en tout cas. Et je trouvais ça essentiel que moi j'ai de l'énergie à revendre encore, donc autant faire mon maximum pour que ça puisse vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment jusqu'à la diffusion et jusqu'à ce que le public puisse en profiter pleinement. Avec Quentin, on a des univers vraiment différents. Après, ce qui nous a liés, ce qui était en commun, c'est la série Les Revenants, la série française, qui est une des rares séries françaises qu'on a pu voir et qu'on a pu apprécier. Ça se passe dans une petite ville en fait, et il y a d'un coup des morts qui reviennent à la vie en fait, et ça pose plein de questions à tout leur entourage en fait, qui avait fait leur deuil ou pas. Et il y a une atmosphère un peu mystique, et ça reste toujours dans une ville un peu enfermée, donc c'est vrai que ça ressemble pas mal au Mad Lord là-dessus, sur le côté la ville enfermée sur elle-même. C'est vraiment une grosse inspiration pour les Mad Lords, notamment pour le générique en fait. On a bien fait tout pareil. Et Il y a aussi Game of Thrones qu'on aime bien, parce que le côté plein de personnages, on suit plein de personnages et on essaye de les rendre non manichéens. Je pense à des personnages comme Jaime Lannister ou Cersei Lannister qui finalement peuvent être détestables, mais on va avoir de l'empathie pour eux, ça on aime beaucoup. Donc ça, c'est nos grosses références communes. Après, par rapport à l'écriture, en référence, moi c'était plus des bouquins en fait, des séries d'heroic fantasy en livre qui m'ont aidé à imaginer des personnages comme le maître par exemple. Avec Quentin, on avait tous les deux cette image du maître, mais lui ça venait d'un manga je crois, et moi ça venait d'un bouquin d'heroic fantasy. Alors l'Assassin Royal, parce que c'est une série de bouquins ou La Citadelle des Ombres, ça dépend ça dépend de français, anglais ou quoi, mais donc ça c'est vraiment le bouquin, il y en a 18, hein. Il y a 18 tomes. Mais ça, c'est vraiment la grosse référence. Quentin est en train de s'y mettre, hein, il est en train de les lire tranquillement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui va être manga, donc j'adore Hunter x Hunter. C'est une de mes grosses inspirations. Il y a une séquence dans la saison 2, La Vente aux Enchères, qui est un peu inspirée des séquences Hunter x Hunter en général, parce que c'est beaucoup de mastermind, ah, il y a machin qui va faire ceci, du coup, il faut que je bluffe sur machin. Enfin, c'est un peu plus simple, hein. Hunter x Hunter, c'est hyper complexe, mais bon, j'ai essayé un peu de simplifier ça. Par exemple, le personnage d'Auguste, il est inspiré de Nathan dans Misfits, voilà, des choses comme ça. Après, on pioche un peu tout ce qu'on aime bien un peu partout, hein.